Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Là, j'espère que vous êtes assis parce que le grand entretien qui va suivre, c'est un entretien issu d'un livre fascinant, un secret bien gardé, si bien gardé, c'est chez Grasset, l'histoire en réalité d'un pays, le nôtre, le drapeau bleu-blanc-rouge qui s'est torpillé, qui a torpillé sa politique énergétique. Et l'autrice de ce livre n'est personne d'autre qu'Anne Lauvergeon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce jour d'adoption de la loi Grémillet, qui est en réalité la grande loi de la politique énergétique française. Je rappelle quand même qu'à la base, sauf manifestation puissante ou grâce à une manifestation puissante de l'Assemblée, elle devait passer par décret, cette loi. Il y a eu un débat hypothétique et on rappelle que c'est un coût quand même pour les 10 prochaines années, entre 300 et 400 milliards. Avant qu'on rentre dans le détail de cette loi, comment vous avez observé l'état des débats, les arguments, l'agitation politique autour d'un sujet aussi conséquent et important à Anne Lauvergeon que la politique énergétique de la France? Alors d'abord, la loi Grémillet, elle n'est pas encore passée. Elle a été votée par le Sénat. Elle doit retourner à l'Assemblée nationale et le ministre chargé de l'énergie, Marc Ferracci, a annoncé que de toute façon, ce qui s'appelle dans un langage assez technocratique la PPE 3, la programmation pluriannuelle de l'énergie, troisième phase, eh bien, elle sortirait par un simple décret. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir, si on arrive à avoir un vote majoritaire à l'Assemblée nationale, une loi qui de toute façon ne sera pas prête avant octobre-novembre, et puis avant ça, un décret organisant l'ensemble des sujets pour les 10 prochaines années, qui sera sorti avant. Donc on est quand même dans une situation juridique très compliquée. Et même démocratique absolument délicate. Voilà, alors que les enjeux, vous le dites, sont considérables. C'est-à-dire que c'est vraiment comment on va développer nos capacités énergétiques, comment on va les gérer pour les 10 prochaines années. Vous avez fondé, je le rappelais au début de cet entretien, Areva, et vous en avez accessoirement fait le leader du nucléaire. C'est le sujet en réalité de cette loi qui a été adoptée, vous le rappeliez hier au Sénat, la relance du nucléaire et le renforcement du renouvelable. Pourquoi je dis renforcement? Voilà l'objectif. À coût de 150 milliards sur 10 ans quand même, et 130 milliards. 2 fois plus d'éoliennes terrestres, 50 fois plus d'éoliennes en mer, et 4 fois plus de panneaux solaires. Ce plan-là, c'est une forme de folie? C'est quelque part le résultat de la volte-face faite par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2019, fait passer la PPE2 en faisant 14 réacteurs nucléaires de moins, et donc à fond sur les renouvelables. Février 2022, il annonce à Belfort un changement total, 14 réacteurs nucléaires de plus, mais toujours autant de renouvelables. Donc là, ça fait 28 réacteurs nucléaires de différence, c'est quand même considérable. Et le tout en l'espace de même pas 5 ans. 3 ans. 3 ans. Moins de 3 ans. Et on additionne tous les renouvelables qu'on devait faire avec tout le nouveau nucléaire. Mais on n'a pas besoin de tout ça, surtout que quand vous regardez, finalement, l'augmentation du prix de l'électricité ces 10 dernières années, on a pris 120%, c'est-à-dire 3 à 4 fois l'inflation, fait que les Français consomment de moins en moins d'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on va aller investir massivement, et du nouveau renouvelable et du nouveau nucléaire, alors même que, et c'est ça mon secret si bien gardé, on a un nucléaire existant qui est sous-employé. Et ça, on y reviendra, mais votre livre est, et je vous le disais à l'instant, excessivement complet. Un secret si bien gardé, vous détricotez réellement dans l'ensemble et vous essayez d'analyser, de comprendre comment, en 20-30 ans, la France a totalement perdu sa souveraineté énergétique, sa puissance énergétique. Et quand je vois dans cette loi, on va multiplier par 4 les panneaux solaires. Vous dites à un moment, mais écoutez, l'industrie européenne d'un solaire encore modeste représentait en l'an 2000 30% des capacités mondiales. Après un dumping chinois très efficace et sans aucune réaction européenne, 98% du photovoltaïque installé en Europe est aujourd'hui fabriqué en Chine. C'est-à-dire que l'argent du contribuable français va financer l'industrie chinoise. Mais c'est un fait, la Commission européenne ne s'est absolument pas intéressée à l'industrialisation des solutions qu'elle a imposées, parce qu'il y avait le modèle allemand était la référence. Alors le modèle allemand c'était très simple, c'était les renouvelables en devanture, avec un discours sur le fait qu'on ferait 100% de renouvelables, alors qu'on sait très bien que les renouvelables étant intermittents, il faut des énergies de base. Derrière, il y avait caché charbon et lignite, qui assurait effectivement l'énergie de base, l'électricité de base. Et puis encore derrière, il y avait un moyen croissant, parce que les industriels allemands avaient besoin de beaucoup d'électricité, c'était le gaz russe.
Et puis, on le dit en tout cas dans le projet de cette loi, il y avait un objectif de mix énergétique. C'est l'équilibre entre les renouvelables et les énergies que vous expliquez très bien dans votre livre. Dites pilotable ou contrôlable, notamment le nucléaire. 58%, c'est-à-dire qu'on laisse totalement de façon consciente le nucléaire de côté. Le nucléaire existant, donc les 57 réacteurs nucléaires que nous avons en France, on est un des plus grands parcs du monde. Eh bien, nous avons un opérateur de ces réacteurs qui fait l'avant-dernière plus basse performance du monde. C'est-à-dire qu'on ne produit pas suffisamment, on produit à 67% du temps, là où la moyenne américaine, si je prends ça, alors que c'est des réacteurs plus âgés, avec plusieurs opérateurs, des technologies différentes, etc., ils sont à 91-92%. Donc en fait, si on faisait fonctionner nos réacteurs mieux, on aurait une quantité d'électricité décarbonée beaucoup plus importante, et surtout, on fait baisser les factures. On a moins besoin d'investir, on produit plus, on fait baisser les prix, et on redevient, nous, le pays que nous avons été, c'est-à-dire un pays, effectivement, avec un prix de l'électricité le plus bas, ou parmi les plus bas d'Europe. On va rentrer ensuite dans le détail de ce que vous racontez dans le livre, et même pour le prix de la facture des Français, le fait qu'EDF en fait sous-exploite totalement ses capacités. Mais je ne sais pas si vous avez observé ces dernières semaines, avec attention et peut-être même un peu de gourmandise, l'hallucinante scission dans le gouvernement entre ceux qui plaident pour du nucléaire, ça vous fait sourire à nos vergons, et ceux qui plaident en réalité aussi pour un arrêt des subventions publiques, et ceux qui crient au populisme énergétique. Un invité tout à l'heure parlait de trumpisme franchouillard. Comment vous regardez tout ça ? Ça y est, on a réactivé la guerre de religion. Guerre de religion, les pro-renouvelables, anti-nucléaires, les pro-nucléaires, anti-renouvelables. On sait qu'il nous faut avoir une électricité décarbonée. Et c'est ça l'énorme chance de la France, c'est qu'on est décarboné déjà à 95%. Grâce au nucléaire, grâce à l'hydroélectrique, on n'en parle jamais assez, et mais vous racontez dans le livre pourquoi on n'en a pas suffisamment. On y reviendra tout à l'heure sur l'hydroélectrique. On pourrait investir beaucoup plus là-dessus. Mais tout ça pour dire que faut arrêter d'opposer les uns aux autres. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. On peut faire beaucoup plus de décentralisé avec les renouvelables. Mais c'est vrai que ça n'a pas grand sens que de dire on va investir énormément sur du nouveau renouvelable et énormément sur du nouveau nucléaire. On n'en a pas besoin. C'est amusant que dans cette guerre de religion, on finisse par oublier complètement les basiques du sujet. C'est-à-dire de quoi a-t-on vraiment besoin aujourd'hui ? Alors, c'est d'ailleurs fascinant. Toutes ces propositions de loi, de PPE, etc., il n'y a pas une seule étude d'impact. Vous faites une étude d'impact pour une installation à 2 millions d'euros, vous avez 300 à 400 milliards d'euros d'investissement. Ah non, une étude d'impact, ah ben non. Réfléchir à ce qu'on va faire, ah ben arrêtez, de quoi on a besoin, non. Et si on faisait une étude d'impact un peu sérieuse, on s'apercevrait que la façon la moins chère de développer de la production décarbonée, c'est d'utiliser mieux notre parc nucléaire. Mais peut-être est-ce totalement conscient de la part des politiques justement de ne pas faire de politique d'impact, peut-être par idéologie, en assumant le fait que c'est une certaine vertu d'aller dans un certain sens de l'écologie, et donc on va surtout pas, on va dire, demander des outils qui vont nous pénaliser après. Je suis assez d'accord. Il y a une forme de on sait. Et puis cette bataille historique qui n'a plus grand sens pour moi, mais qui fait que effectivement, c'est pas la peine d'aller étudier, puisque si on étudie, on risque de devenir rationnel. Et la rationalité, on risque d'être d'accord avec la science. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Et la rationalité, elle sera peut-être pas de mon côté. J'en sais rien si elle est de mon côté ou pas de mon côté, donc je ne le regarde pas. En tout cas, il faut arrêter les stop and go. C'est-à-dire que quand vous regardez les grosses erreurs qui ont été faites ces 20 dernières années en France, ça a été de faire des arrêts idéologiques sur un certain nombre de sujets concernant le nucléaire. Stopper des subventions, par exemple, aux renouvelables aujourd'hui, là aussi, on sait très bien que les renouvelables ne sont pas rentables si vous ne mettez pas de subventions. Alors peut-être qu'elles ne sont pas au bon niveau. Là aussi, essayons de regarder les choses tranquillement. On peut peut-être baisser des subventions, ce qui allégera les factures d'électricité. Parce que ce qu'on ne dit pas, et ce qu'on ne dit pas suffisamment, mais peut-être certains l'ignorent dans le monde politique, c'est que toutes les décisions d'investissement nouveaux sont payées non pas par le contribuable, mais
mais par le consommateur d'électricité. Donc elle se retrouve dans vos factures. C'est pour ça que les factures augmentent non-stop. Et on va comprendre, grâce à vous et votre livre, Anne Lauvergeon, Un secret si bien gardé aux éditions Grasset, comment notamment EDF est assis sur une mine d'or, et ce qui explique que les factures d'électricité des Français, vos factures, auditeurs de Sud Radio, ont augmenté de façon considérable, conséquence aussi d'une impréparation politique et de mauvaises décisions à partir de la guerre en Ukraine. Vous expliquez le double jeu de la Commission européenne. Il nous reste 15 minutes et je vous préviens, vous allez être servi. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Entretien avec Anne Lauvergeon, qui est accessoirement la fondatrice d'Areva et qui en a fait le leader mondial du nucléaire, qui signe ce livre Un secret si bien gardé. Et on va essayer de soulever justement la boîte de Pandore pour voir de quoi est fait ce secret si bien gardé, parce que c'est ce qui plombe l'électricité, enfin la facture d'électricité des Français, c'est-à-dire de vous, auditeurs de Sud Radio, c'est-à-dire EDF qui sous-exploite totalement ses capacités. Totalement. Dans le classement de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'Agence des Nations Unies qui s'occupe de nucléaire et qui collecte en fait toutes les données de chaque réacteur à travers le monde, eh bien EDF est l'avant-dernier dans ce qui est le critère numéro 1, c'est-à-dire le facteur de charge, numéro 1 de production. Alors facteur de charge, c'est ce que vous avez produit versus la capacité théorique à 100% de ce que vous auriez pu produire. Et là-dessus, EDF est l'avant-dernier dans le classement 31 2024. sur 33. Vous dites, ceci n'a rien de surprenant car près de la moitié des réacteurs étaient arrêtés une partie de l'année. En 2022, c'était... Ça, 2022, il y a des raisons objectives. Mais 2023, 2024, la même et puis chose. vous reprenez avant... EDF est très très loin des performances de ses confrères. Donc déjà, demander à EDF de produire plus, c'est faire baisser les factures d'électricité, c'est ne pas avoir à dépenser une quantité d'argent dont on sait qu'on manque quand même collectivement. Et produire plus, c'est aussi pouvoir faire l'électrification des usages. Puisque cette électricité décarbonée, elle peut effectivement remplacer du gaz, remplacer du pétrole. Et donc nous avons une source en France extraordinaire. Alors, elle a trois caractéristiques. 1, elle est potentiellement beaucoup moins chère qu'elle ne l'est aujourd'hui. 2, elle est décarbonée. Et 3, elle est stable. C'est-à-dire qu'un réacteur nucléaire, ça ne marche pas uniquement quand il y a du vent ou du soleil. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'avoir, dans un monde européen qui a beaucoup développé des moyens de production intermittents, que sont les renouvelables, d'avoir un avantage considérable. C'est-à-dire que quelque part, on peut vendre même à nos voisins des électrons stables, et non pas des électrons qui sont là que par moment, et en général quand le soleil luit en France, il luit aussi en Allemagne. Et ça, vous le dites très précisément dans votre livre. Si on prend la moyenne des années 2021, 2022, 2023, EDF réalise la plus mauvaise performance au monde. Le facteur de charge moyen des opérateurs donc se situe à 85%, ce qui signifie qu'ils sont à 85% de leur production maximale. Comment expliquer, si vous voulez, qu'ils n'aillent pas, quand on voit, on a quand même vu sur les micros, sur les télés, un moment des ministres nous dire comment utiliser la clim, des ministres ensuite nous dire de porter un pull au vert, un ministre nous dire de porter une écharpe. Donc comment expliquer que dans une situation qui n'est quand même pas glorieuse pour accessoirement la 7e puissance du monde qui est la France, que EDF n'aille pas jusqu'au bout de ses capacités? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs explications. Alors ça, c'est la question qu'il faut poser aux dirigeants d'EDF, au nouveau président d'EDF, qui a quand même dit... Alors d'abord, EDF ne parle jamais en facteur de charge, parce que forcément, ça se verrait. Il parle en térawattheure. Alors térawattheure, c'est pas une unité... C'est le mot barbare. C'est un mot barbare. Alors le térawattheure, EDF produit 360 térawattheures par an, et c'est là où la PPE3 fixe EDF pour les 5 prochaines années. 360 TWh, ce qui dit rien à personne, c'est une production à 67%. Là où 67%. 67%. Donc on a donc l'État qui encourage et qui ordonne d'une certaine manière à EDF de ne faire que 60% de ce qu'elle pourrait. 67%. 67% de ce qu'elle pourrait. 67%, c'est-à-dire qu'au lieu d'être l'instigateur de produisez plus pour qu'on paye moins, eh bien c'est continuer comme maintenant, tout va très bien, Madame la Marquise.
Et on sait comment finit la chanson. Exactement, c'est complètement surréaliste. Et comment vous expliquez même, vous le dites dans un chapitre, et vous allez dans la profondeur des sujets, dans un chapitre vous parlez des 7 erreurs presque capitales de la France, en allant du projet Super Phénix que les écolos ont torpillé, jusqu'à la nomination de Nicolas Hulot, alors que précédemment la France était une puissance nucléaire, avec une puissance énergétique, j'entends, avec un parc nucléaire resplendissant. On a ensuite eu des décisions néfastes. À partir du début des années 2000, on va dire, on a vraiment eu un accélérateur. C'est le modèle allemand qui nous l'influence allemande. À l'influence allemande. Alors, le modèle allemand qui est devenu aussi le modèle européen, oui, entre-temps, c'était le modèle de référence. La France a fait de la résistance, mais de la résistance pas très efficace, pour être honnête, molle. On a coupé en morceaux EDF, on a fait RTE, Enedis, on a coupé en morceaux Engie, GRT Gaz. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette politique qui a vraiment découpé le monde pétrolier et le monde gazier, qui l'a rendu beaucoup plus faible, qui l'a rendu moins actif, moins internationalisé, et puis des erreurs, je dirais, de politique intérieure, ça on pourrait y revenir, mais je dois dire que ce qui est quand même très, très frappant, oui, c'est de voir à quel point ça a empêché le pilotage intelligent du système. On a perdu le sens du pilotage. Quand vous regardez, par exemple, tout ce qui est scénario d'évolution, etc., c'est plus fait par l'État en France. C'est fait par RTE, une filiale d'EDF. On a complètement perdu le sens du sujet. Or, vous prenez tous les autres grands ensembles dans le monde, ils sont obsédés par l'énergie. Vous prenez les États-Unis. Les États-Unis, ils étaient importateurs nets de pétrole et de gaz jusqu'en 2010. Ils sont aujourd'hui le premier producteur de gaz et le premier producteur de pétrole. Trump arrive, dans son discours d'investiture, il déclare l'état d'urgence de l'énergie. Quand on est le premier producteur de pétrole, de gaz, je ne vois pas où est l'état d'urgence. Bon. Et c'est vrai pour la Russie, c'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour la Chine. Et je recommande aux auditeurs. On s'en fiche. Un secret si bien gardé aux éditions Grasset. Par vous, Anne Lauvergeon, vous expliquez à quel point en réalité on est en train d'acheter toutes les énergies qu'on a refusé de produire sur le sol européen, ou qu'on s'est obligé d'interdire. C'est le cas notamment du gaz de schiste, c'est-à-dire non, surtout pas, ça c'est horrible. Par contre, on achète tout aux États-Unis. Oui, la dernière idée de la Commission européenne, c'est d'interdire à partir de fin 2027 le gaz russe. Alors pourquoi fin 2027 ? Pourquoi maintenant ? Voilà. Alors ça, bien sûr, ça fait flamber les prix. En tout cas, ça le fera pour l'hiver prochain. Et puis, on va acheter en lieu et place du GNL, du gaz naturel liquéfié, venu des États-Unis. Alors, c'est à 80% du gaz de schiste. On le liquéfie, ce qui demande beaucoup d'énergie. On lui fait traverser l'Atlantique, ce qui demande encore plus d'énergie. On le récupère. Et ce gaz de schiste, c'est sûr qu'on en a quelque part en Europe. On peut être pour, on peut être contre, mais pourquoi peut-on l'accepter venant des États-Unis et pas sur le sol européen ? On le refuse chez nous. On n'a plus aucun sens patriotique de l'énergie. C'est ça qui est dramatique. Et c'est un mot malheureusement cruel. En 1 minute encore, Anne Lauvergeon, 2 questions. Est-ce que vous faites partie des femmes puissantes qui connaissent ce domaine et qui encouragent à une sortie du marché européen de l'électricité ? Et deuxième question aussi dans le même laps de temps, est-ce que plus que les autres présidents, Emmanuel Macron a une responsabilité beaucoup plus pesante sur la dérive de la politique énergétique française ? Sur la première question, non, je ne suis pas pour la sortie du marché de l'électricité, je suis peut-être pour des règles différentes. Pourquoi il ne faut pas sortir ? Parce que c'est nous qui allons être les grands gagnants. Si on a un parc nucléaire qui produit plus, on va vendre nos électrons et on va les vendre cher. Et sur Emmanuel Macron ? Point. Et sur Emmanuel Macron, le girouettisme 2019-2022, Fessenheim en a fait d'abord les frais. Et cette idée de on va faire plaisir à tout le monde, donc on va faire tout ce que les gens veulent de tous les côtés, ça nous mène à la ruine. Les coulisses de votre facture énergétique qui a flambé ces dernières années, c'est les secrets et le secret si bien gardé qui est révélé par Anne Lauvergeon, qui est l'ancienne PDG d'Areva, qui en a fait le leader mondial du nucléaire et qui est aujourd'hui à la tête d'ALP, qui conseille les entreprises, les gouvernements et les entrepreneurs sur ces stratégies. Merci beaucoup d'être venu au micro de Sud Radio, Anne Lauvergeon, dans un tel contexte. Et nous, on se retrouve demain, 10h, même radio, même heure. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.